Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Présentation de l'étape numéro 3 de cette Vuelta 2023. Et une étape qui ne va pas être facile du côté d'Andorre. Et oui, premier passage en dehors des frontières espagnoles. Il y aura également une étape en France, je rappelle, avec le Tourmalet cette année sur le Tour d'Espagne. Andorre, on pourrait croire que c'est un classique sur la Vuelta, sauf que on passe pas par les endroits d'habitude. Surtout l'arrivée à Arinzal, c'est pas habituel sur la Vuelta. On a plutôt l'habitude de prendre Andorre-Arcadis, qui est un classique. Et là, on a trouvé cette montée d'Arinzal pas facile. Elle va faire mal et surtout, on est assez haut en altitude. Deux passages à plus de 1900 mètres aujourd'hui, donc ça va être à prendre en compte. Après, est-ce qu'on prendra le risque pour aller chercher la gagne? Peut-être pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous voyez surtout comme favori sur cette étape et ce qui vous plaît dans cette étape. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Vous avez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, le moyen de faire un super thanks. Et puis, vous pouvez également partager la vidéo auprès de vos proches. Je crois que c'est déjà dit. On commence tout de suite avec cette présentation d'étape. Donc, comme je le disais, premier passage du côté d'Andorre. On part de la Catalogne pour aller à Andorre en tape assez courte sur un format qui est assez habituel quand même sur la Vuelta, c'est-à-dire aux alentours de 160 km. Je rappelle que sur la Vuelta, on a rarement des étapes de plus de 200 bornes. C'est pas l'habitude des organisateurs. C'est souvent des étapes très très courtes. Et avec deux montées dans le final. C'est une étape qui se découpe en deux. Vous avez la première partie jusqu'à la frontière avec Andorre qui va être assez facile, assez plate et assez calme, je pense. Et puis la deuxième partie d'étape où on va enchaîner donc le col d'Ordino, le col également finale du côté de Andorre, la montée de Arinzal. Donc ces deux difficultés là qui vont peut-être faire la différence. Est-ce que ça va permettre à une échappée d'aller au bout? Ça c'est la grande question, parce que est-ce qu'il y a des équipes qui vont rouler avec la DSM? Est-ce qu'il y a des équipes qui voudront prendre le contrôle de la course aussitôt? Ça c'est également une grande question. On est quand même seulement le 3e jour de course. Est-ce qu'on voudra récupérer le maillot de leader aussitôt? Pas sûr. C'est vraiment le final qui va être compliqué dans la dernière montée. Donc est-ce qu'on va prendre le risque alors qu'il y a 2 km, 3 km qui sont compliqués, ou est-ce qu'on n'attendra pas d'autres étapes pour tenter de faire la différence du côté des leaders? Ça, c'est la grande question. C'est une étape difficile du côté d'Andorre, mais peut-être pas suffisamment difficile pour faire des écarts. Et comme on n'a pas Pogacar, est-ce que c'est Ayuso qui va faire l'animateur de cette étape? Eh bien, là, c'est la grande question, parce que c'est pas Vingegaard qui prendra le risque, ni Roglic, ni Geraint Thomas, ni Enric Mas. Donc, est-ce que c'est Remco Evenepoel ou Ayuso qui vont tenter de dynamiter un petit peu la course? Ça, c'est une grande question. Dénivelé positif, 3472 mètres, 7e étape la plus dure. Enfin, avec le plus de dénivelé positif. Mais la grande question vraiment de cette étape, c'est qui va prendre le risque de récupérer le maillot de leader? Puis est-ce que du côté de Patoche Lefevere, on ne va pas calmer les ardeurs de Remco Evenepoel sur cette étape? On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette 3e étape, déjà du lourd dans cette 3e étape du côté de la Vuelta, avec donc cette étape qui part de Soria en Catalogne pour aller du côté d'Andorre, passage en dehors de l'Espagne pour la première fois sur cette Vuelta. On aura également une étape en France avec cette montée du côté de Arinzal à Andorre, 158 km 500, marqué 159 là sur mon profil Pro Cycling Stats. Et vous voyez donc deux grosses difficultés au cours de la journée. On parle de Soria. Alors il y aura deux petites bosses au kilomètre 24, 7 km 6 à 4% de moyenne. On passe à Solsona. Et là encore une deuxième petite difficulté de 5 km 7 à 3,8 de moyenne. On passera donc à 876 mètres d'altitude. On redescend vers Auguerne. L'école de Nargo, El Pla de Sentir, qui sera à peu près à une soixantaine, non 80 km de l'arrivée, on sera à mi-journée.
Le passage de frontière entre l'Espagne et Andorre, qui lui sera à 50 km de l'arrivée. Le sprint intermédiaire à Andorre-la-Vieille au kilomètre 117. Et c'est à partir de là où les difficultés vont arriver avec le col d'Ordino. 17 km 500 à 4,9 de moyenne, col de première catégorie et surtout sprint bonification au sommet. Je rappelle 3, 2 et 1 seconde. Bon, vous savez ce que je pense de ces sprints bonification. Tant que ça ne sera pas 15 secondes, je pense qu'on ne se fera pas non plus la bagarre pour aller chercher ces secondes de bonif parce que ça ne va pas jouer à 3 secondes normalement cette Vuelta. Le col d'Ordino, comme vous pouvez le voir, c'est pas le col le plus pentu d'Espagne, loin de là, mais par contre il est assez long. Alors on peut enlever les 3 derniers kilomètres qui... Bon, pour moi, voilà, il y a quasiment plus de pente au bout de 15 km de montée. C'est assez régulier. Voilà, vous avez pas mal de replats. Après, le passage max, il est à 8%. Il y a 3 km qui sont compliqués, on va dire, entre le kilomètre 9 et le kilomètre 12, 8, 7, 2, 7. Puis vous avez également un passage à 9,1% entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. Sinon, le reste, c'est tout à fait raisonnable. Et c'est pas là où on va faire des écarts dans cette première difficulté du col d'Ordino. On redescend ensuite. J'ai pas été voir la descente du col d'Ordino. Donc je ne sais pas si elle est technique parce que j'ai oublié de le faire, de voir la descente du col d'Ordino. Et puis ensuite, donc, on arrive du côté du pied de la dernière difficulté du jour. On va enchaîner les deux côtes. À Andorre, Ordino, 1977 mètres. Donc on est au sommet de cette étape numéro 3. Et Andorre à 1009, c'est-à-dire qu'on a quand même déjà 2 passages à plus de 1008. Donc on va voir les coureurs qui ont quand même une bonne condition physique, parce que quand vous n'êtes pas au top, ça veut dire que vous allez être en dette d'oxygène très vite sur cette montée, même si Ordino c'est pas très dur. Si vous n'êtes pas dans le bon rythme, vous allez vous en souvenir. Et puis donc le passage du côté de Arentzal, là c'est beaucoup plus dur, 8 km de à 7,9 de moyenne, montée inédite sur le Tour d'Espagne. Voilà, il n'y a pas souvenir sur Pro Cycling Stats du montée à Arentzal. C'est dur, Arentzal, c'est plus court, ça c'est clair et net, ça reste quand même 8 km 2. Et surtout, vous voyez, 2 passages au-delà de 10%, enfin au-delà de 9,5, 10,1 pendant 1 km et 9,7, en sachant que dans ces 2 km là, on aura des passages à 13% au maximum. Vous savez, j'aime pas trop parler forcément du pourcentage maximum. Pour moi, c'est plus cohérent de parler du pourcentage au kilomètre. Mais voilà, vous êtes prévenus, il y aura des passages quand même compliqués. Puis vous voyez, on est tout de suite autour de 8,2, 8,3. Voilà, donc c'est une montée qui va faire mal. Et surtout, on commence cette montée, on est déjà à 1200 mètres. Les passages les plus durs sont au-delà de 1600 mètres d'altitude. Donc ça, c'est également à prendre en compte sur ce type de montée. On regarde le final du côté d'Arentzal. Les 5 derniers kilomètres, bon, vous voyez, c'est pas très technique. 5 km de l'arrivée, vous voyez, il y a une épingle à 4,5. 2 épingles entre aux alentours de 3,5, 3,8, on va dire, où là ça va entre 3,5 et 3, ça va être un peu plus technique. Et puis après, entre 2 km de l'arrivée et 1,5, là aussi il y a pas mal de virages. Et surtout faire attention dans le final, l'épingle ici qui doit être à 100-150 mètres de l'arrivée grand maximum. On va avoir pas mal d'enchaînements de virages, voilà, dans les 250 derniers mètres. Donc il ne faudra pas se rater, notamment au niveau de cette épingle, si on est encore à plusieurs à ce moment-là de la montée. Bien, je crois que vous savez tout. On regarde tout de suite la partie histoire de cette vidéo. Du côté de l'histoire de cette étape, alors pour le moment, on n'est jamais passé du côté d'Arentzal sur le Tour d'Espagne. C'est la première fois qu'on ira dans ce passage-là, du côté de Arentzal. Donc ça, c'est une première. Le col d'Ordino, par contre, a été franchi plus souvent. En 93, sur le Tour de France, c'était même le Tour de France qui avait inauguré ce col d'Ordino. C'était entre Perpignan et Pal, 231 km.
Et c'était Olivero Riccon qui s'était imposé devant Tony Rominger qui avait fini à 1 minute 50 dans un groupe avec notamment Björn Riis et Miguel Indurain sur cette étape. Sur la Vuelta, il faut attendre 2000 avec l'étape numéro 11 pour avoir le premier passage du côté de cette montée. On arrivait du côté de Arcalis. Victoire de Roberto Leizeka d'Euskaltel ce jour-là, avec 50 secondes d'avance sur Carlos Sastre et Santiago Blanco qui avait pris la 3e place devant Roberto Heras. Richard Virenque qui avait fini 4e à l'époque où il était du côté de la Polti. Ça avait été une étape où Inigo Cuesta, par exemple, avait abandonné. Il y avait eu également l'abandon de Gilles Bouvard, Frédéric Bessy, Florent Brard également avait abandonné. Il y avait eu beaucoup d'abandons sur cette journée qui avait fait mal et Petacchi avait eu du mal à finir l'étape. Il est arrivé dans les derniers concurrents comme Danilo Di Luca en passant. Et puis la dernière arrivée, c'était en 2000, le dernier passage, pardon, parce qu'il n'y a jamais eu d'arrivée à Ordino, c'était en 2019 avec l'étape numéro 9. Et là, c'était Tadej Pogačar qui s'était imposé. On partait d'Andorre la veille pour aller à Kortals-Denkamp. Il s'était imposé avec 23 secondes d'avance sur Nairo Quintana et 48 secondes sur Primož Roglič. Valverde avait fini 4e et Marc Soler 5e sur cette étape qui était très difficile. Du côté de cette montée, on avait également le col de la Gallina au programme de cette étape en 2019. Et c'est donc cette arrivée du côté de Kortals-Denkamp qui était sur une étape très courte, seulement 94 km sur cette étape numéro 9. On avait fait une étape très très courte dans cette journée. On passe à la météo. Grand soleil au départ du côté de la Catalogne, ça nous changera des 2 journées précédentes du côté de Barcelone. Et par contre, plus on va se rapprocher des cols, plus le risque de pluie sera important. Et dans les montées, on est sûr quasiment d'avoir de la pluie. On sera à 90 à 100% de risque de pluie sur la chaîne météo. Donc quand on atteint plus de 70%, il y a de grandes chances qu'il y ait de la pluie. Les températures, elles seront entre 25 au départ et 20 degrés à Andorre-la-Vieille. Donc vous voyez que plus on se rapproche de Andorre, plus les températures seront fraîches. Au sommet des 2 difficultés, la température oscillera entre 10 à 12 degrés. Donc il ne va pas faire chaud. Je rappelle, on est sur une Vuelta qui est décalée par rapport à d'habitude. On retrouve un petit peu les dates de la Vuelta à la fin des années 90, début des années 2000, où on avait une Vuelta qui était plutôt en septembre. Ça veut dire avec des conditions également beaucoup plus fraîches sur la Vuelta. Donc il faudra faire attention au niveau de l'équipement et surtout ne pas attraper froid à l'arrivée parce que c'est les premières périodes un petit peu de refroid. Donc on peut parfois attraper... être tombé malade. Et puis du côté du vent, il sera de face pendant toute la journée. Alors de 3/4 sur le début d'étape, mais en gros il sera toujours 3/4 face ou de face complet. Donc ça devrait ralentir pas mal la progression des coureurs entre 20 et 50 km/h en pleine. Et les rafales qui peuvent monter jusqu'à 70 km/h dans les 2 montées à l'arrivée. Donc vraiment un vent quand même assez fort qui pourrait gêner la progression des coureurs et gêner les stratégies également de certains coureurs qui voudraient attaquer parce que le vent va pas mal tournoyer en fin de journée. En début de journée, il sera nord-est, puis nord, puis de nouveau nord-ouest normalement. Du côté de la stratégie, moi je pense une échappée avec 8-10 coureurs. Parce qu'on a beau se dire, mais il y a une possibilité de victoire aujourd'hui. Surtout si la DSM ne roule pas. La grande question pour moi, c'est de savoir si la DSM va rouler ou non. Ça pourrait changer la donne. Si la DSM laisse l'écart avec les échappées assez proches, ça peut un peu animer la course. Mais si la DSM décide de se désintéresser de la course et de se débarrasser du maillot, ça peut être compliqué à jouer ensuite pour les autres équipes parce que si l'échappée prend 7-8 minutes d'avance, est-ce qu'on roulera derrière? Peut-être pas.
Et puis, pourquoi pas donc victoire de l'échappée ou victoire d'un leader, mais pour moi, les clés, ce sera la DSM. Savoir aussi qui sera le leader du côté de la DSM après l'étape de Barcelone. Si on a un Oscar Only, un Max Poul ou un Romain Bardet qui se retrouve à être leader de cette Vuelta, est-ce qu'on voudra défendre le maillot à tout prix du côté de la DSM? Ça, c'est la grande question. Du côté des favoris, j'ai mis Juan Ayuso, au cas où on a les victoires d'un leader. Vingegaard également, parce qu'on est sur une montée assez haute en altitude, donc ça peut-être le faire, même si c'est pas le plus grand attaquant du monde. Et puis en cas d'échappée, eh ben moi j'ai décidé de marquer Marc Solé, il connaît Ordino, il connaît ce coin-là. Et puis en grosse cote, Geoffrey Bouchard. J'ai hésité entre Geoffrey Bouchard et Michael Cherel. Michael Cherel, ça serait quand même une belle histoire pour ses derniers jours de course. C'est ses 3 dernières semaines normalement de course dans sa carrière, parce qu'il ne devrait pas courir après la dernière étape du côté du Tour d'Espagne. Voilà, c'est pas prévu qu'il reprenne, qu'il refasse d'autres courses. Et Geoffrey Bouchard, pourquoi pas aussi, c'est un coureur qui connaît bien l'Espagne, il a déjà fait la Vuelta, il a déjà remporté le maillot de meilleur grimpeur. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 14h30, les rois de la pédale, 14h50 le direct. On sera à peu près à 100 km de l'arrivée au moment de la prise d'antenne. Le sprint intermédiaire à Andorre entre 16h18 et 16h36. Ça sera une petite quarantaine de kilomètres de l'arrivée. C'est là où ça va être important. La course va commencer à devenir vraiment intéressante à partir de ce moment-là. Donc faut vraiment pas rater, c'est-à-dire que faut pas regarder la course à partir de 17h, vous allez rater des choses. Et puis l'arrivée prévue entre 17h18 et 17h44 pour cette étape selon les organisateurs. Nous, on se retrouve donc ce soir sur TikTok juste après l'arrivée, donc entre 17h30 et 18h. Le débrief sur YouTube, comme vous en avez l'habitude, ça sera à 21h. Et puis la présentation de l'étape numéro 4, ça sera demain 7h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.